On a fini notre atelier pour le jeu du Tao. Nous Je aussi. vois qu'Isabelle est revenue aussi. Bah, parfait. Super. Super, bravo. Quel, Il a fallu. C'est vrai que Donc, je vous rejoins au bon moment, c'est ça? bah ouais, on arrive juste, donc c'est parfait. Ah, génial. Mais moi, c'est voilà, pareil, hein, je ne pouvais pas juste bon là. C'est parfait. Je regarde. Alors, est-ce qu'on a Christine et Raoula? Ou Isabelle, est-ce que toutes les personnes de votre groupe nous ont rejoints ou est-ce que. Alors, tous ceux qui étaient intéressés, normalement, on leur a donné le lien pour revenir. Ok. J'en vois qui sont présents, donc normalement, c'est bon. Super. Donc, on va pouvoir commencer cette dernière partie. Là, l'idée de ce temps-là qu'on vous laisse garder là, pour la fin de cette matinée, c'était là, compte tenu de la première partie du dialogue à trois et aussi de ces ateliers là, que vous venez de faire, voilà, si vous voulez partager votre retour sur comment vous avez ressenti un peu ces expériences, comment vous les avez vécues et qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que ça vous a apporté, est-ce que ça vous a, comment dire, permis d'avoir une approche un peu différente vis-à-vis de votre travail ou de votre façon d'être? Est-ce que vous avez envie de faire les choses, penser les choses différemment? Voilà, donc Ou, c'est un temps d'échange un peu libre. ou est-ce que vous avez des questions auxquelles vous n'auriez pas eu la réponse jusqu'ici? C'est l'occasion d'échanger sur ce qui vous interpelle. Moi, c'est ce que je disais en fait sur l'intelligence collective, c'est toujours un grand plaisir de partager en fait avec un petit groupe parce que on s'aperçoit que finalement on arrive à des destinations au départ on n'avait pas imaginé. Et donc il y a une espèce de découverte et une consolidation sur des bases plus fortes parce que ensemble, finalement, le fait de repérer nos liens, nos interconnexions, je trouve que ça monte en puissance en fait ce qu'on propose. Et ça rejoint complètement les expériences que j'en ai déjà, que ce soit en entreprise ou en grande école. À chaque fois, c'est vraiment des grands moments de plaisir, d'adhésion, parce que entre le avant, le premier temps en intelligence collective et même juste les 5 premières minutes, ou déjà dans le pendant, où chacun se challenge, chacun est en train de faire un pas de côté par rapport à son mode de fonctionnement, parce qu'il faut s'adapter aux autres autour. Et le final où waouh, on arrive avec un truc qui est plus grand que nous. Et c'est ça, quoi. Le côté plus grand que nous, c'est vraiment ça qui emmène, qui dynamise. Et Émile Servan-Schreiber, qui a écrit Super Collectif, le montre bien. C'est qu'en fait, ensemble, on a un niveau d'intelligence, un quotient émotionnel du collectif qui est beaucoup plus développé que les quotients intellectuels et les quotients individuels. Le QI du groupe, l'intelligence du groupe est beaucoup plus importante, beaucoup plus riche que l'intelligence de chacun. Et voilà, donc moi je suis un fervent utilisateur, défenseur, et c'est à chaque fois beaucoup de plaisir de pratiquer. Merci. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient réagir ou rebondir sur ce qu'Arnaud vient de dire? Je souhaite intervenir là pour faire un bilan de ce que j'ai pu découvrir sur ce jeu, et sur cette première partie avec vous. C'est vrai que je m'aperçois que vous montrez une voie sur l'intelligence collective que je n'avais pas forcément vue ou perçue. C'est vrai que je trouve ça très intéressant. En même temps, il faut que le projet puisse bénéficier au plus grand nombre et qu'il y ait un meilleur équilibre émotionnel pour la majorité des gens. Donc c'est ça aussi, c'est ça qui doit compter. Alors c'est vrai que si c'est pour laisser des gens de côté, c'est problématique. Donc l'intelligence collective peut
peut justement amener, élever les consciences et pas élever les inconscients. Enfin, donc, bon, c'est voilà, j'ai beaucoup apprécié ces échanges. Je trouve ça, je pense que je vais y réfléchir et puis je pense que je ferai une prise de conscience de ce que j'ai entendu. Et, voilà. Je pense qu'on peut faire les deux. J'ai vu votre commentaire, Sébastien. Je pense qu'on peut faire les deux. On peut faire hiérarchie et intelligence collective, en fait. C'est pas l'un ou l'autre, quoi. C'est-à-dire que la hiérarchie peut ouvrir des espaces de partage et on peut aboutir sur un projet proposé qui est meilleur que ce que le chef aurait fait tout seul par l'équipe et reprendre un sponsoring du chef, du manager. Le souci du chef, du père de substitution, moi, il me gêne. Il me gêne parce que, en fin de compte, l'être humain a en lui-même le fascisme du fait que dès qu'il va naître, il va être éduqué par la famille, par le système de l'éducation, et on va lui créer une dynamique, une structure avec un maître, une maîtresse, et c'est la soumission à l'autorité qui pose un problème. Alors, comment trouver le juste équilibre? Bon, la hiérarchie, effectivement, il la faut, mais ça a toujours été dans la structure humaine. Tout s'est créé avec un système hiérarchique. Après, comment trouver l'équilibre entre une bonne hiérarchie et donc il y aura forcément des dérives, c'est compliqué. Donc il faut trouver le bon. Bon, l'intelligence collective, oui, ça peut être quelque chose à mettre en œuvre. C'est un beau projet, je trouve. C'est intéressant. Je vois que Catherine veut prendre la parole, c'est ça? Oui, c'est juste pour réagir à ce témoignage que je trouve particulièrement touchant. Je suis déjà très heureuse d'avoir contribué ce matin avec tous nos comparses à avoir semé cette graine de réflexion autour de l'intelligence collective, de comment l'utiliser, comment ça peut se composer. Je voudrais juste dire, c'est un chemin. C'est un chemin et donc on ne peut pas, c'est pas tout ou rien. On avance, chacun à notre rythme, parce que c'est une vraie transformation intérieure avant tout, personnelle. Et je regrette de ne pas d'avoir pu assister aux ateliers Isabelle, enfin bref, j'en suis vraiment navrée parce que c'est toujours des expériences surprenantes, enrichissantes, enthousiasmantes. Mais effectivement, chacun avance à son rythme et je trouve que ce chemin, c'est à la fois sa transformation intérieure et cette écoute, puisqu'on est quand même dans un dialogue avec l'intelligence collective, cette écoute qui nous permet de nous nourrir, de nourrir notre transformation et d'y aller pas à marche forcée, d'y aller en respectant aussi son rythme. Et entre chemin et résultat, c'est un peu le souci. C'est-à-dire qu'on est habitué depuis l'école à aller toujours vers le résultat, vers l'objectif. En entreprise, c'est le résultat, c'est l'objectif. Et c'est le plus dur dans la transformation pour des gens qui ont été éduqués à avoir les meilleures notes dans les meilleures écoles, les meilleures prépas pour devenir les talents de l'entreprise. Donc, qui sont très orientés résultat, process, méthode, finalité, de passer vers un mode où on n'a pas de résultat, on chemine. Alors, je fais un petit peu de pub, encore une fois, pour un très bon livre, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle « Stratégie modèle mental ». C'est Philippe Silbertsan, le père de ce qu'on appelle l'effectuation. Donc, faire avec ce qu'on a. Faire avec ce qu'on a, l'effectuation, Philippe Silbertsan et Béatrice Rousset, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Je les ai entendus et j'ai trouvé tellement passionnant. On a fait un petit défi à EDF autour de ça. C'est-à-dire comment réinterroger ces modèles mentaux et tous ces schémas qui nous viennent à la fois de notre culture, de notre éducation, de notre vécu. Et le sous-titre de ce livre,
c'est craquer enfin le code des organisations pour les remettre en mouvement. C'est un petit guide pratique, très inspirant. Je dis, on a lancé un petit défi comme ça, où on a, avec ce fameux collectif Transfo dont je parlais tout à l'heure, tous les volontaires, le défi était simple. C'était pendant une journée, business as usual, mais on ne change rien à son emploi du temps. Et en revanche, on se met en position méta, d'observation de ce qui se passe, y compris pour nous, nos réactions, et vis-à-vis, et donc être dans l'écoute des autres. Et à chaque fois qu'une décision est prise ou qu'une remarque est faite, son chef en réunion, etc., se dire quel est le modèle mental qui est derrière cette réaction, cette décision. Et derrière, on a capitalisé, on avait pareil sur notre petite équipe Teams, etc., pour essayer de révéler les modèles mentaux qui étaient derrière nos fonctionnements. Et à partir de là, comme le disent les auteurs, donc Béatrice Rousset et Philippe Zilbertsan, mais je pourrais vous mettre dans le chat les coordonnées, on n'a pas besoin de plan d'action à partir de là, parce que la prise de conscience de ces modèles mentaux est déjà le début du chemin. Il n'y a pas besoin de plan d'action, et c'est là, effectivement, on a tellement l'habitude d'être évalué, il faut des KPI, il faut des etc. Il y a un lâcher-prise par rapport à tout ça. Et là aussi, on arrive aux organisations vivantes. Alors, à EDF, on en est loin, hein, mais on chemine, on chemine. Voilà. Merci Catherine pour ton témoignage et pour le livre aussi. Moi, je veux bien intervenir aussi sur l'aspect, sur deux choses. Je parlais du dialogue tout à l'heure, ce matin. En fait, ce que va dire le fameux David Bohm, et ça rejoint ce que dit Catherine, c'est nous sommes victimes de nos schémas de pensée. Nous sommes victimes du fonctionnement même de notre mental. Puisqu'en fait, on a un schéma de pensée qui passe son temps à segmenter, à couper, à diviser. On n'accède pas au tout. Notre capacité mentale ne nous permet pas d'accéder au tout. Humainement, ce n'est pas possible. Donc, on analyse, on segmente et on ne se rend pas compte qu'effectivement, on va reproduire des choses qui nous appartiennent en propre. Et du coup, le processus de dialogue qui va mettre en œuvre, ça commence par ralentir pour faire prendre conscience de ces schémas de pensée, juste ça. Et quand on prend la parole, faire attention à ce qu'on va dire, mais dans la manière dont on va le dire aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire là où j'en suis, ce que j'entends, en quoi ça va me chercher ici d'abord. Donc, il y a cette conscience qu'on va retrouver chez Peter Senge, puisque dans les 5 disciplines, la 5e discipline, il y a les schémas mentaux. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Et tant qu'on est dans son monde, je me parle à moi-même, et je n'écoute que moi d'ailleurs, ça n'ira jamais loin. Donc, il y a quelque chose qui ce travail-là, et Théorie U aide énormément, enfin je parlais de Théorie U, mais c'est très très relié tout ça, aide énormément dans ce co-observer, co-sentir, y compris dans les sens, etc. Donc, comment on s'ouvre, moi il y a ça qui vient. Et la deuxième chose aussi, c'était le quelque chose qui est de l'ordre de la culture. On va beaucoup s'intéresser aux Amérindiens, à la culture amérindienne pour le dialogue. Donc, dans les cultures amérindiennes, vous savez que la notion de chef, elle est pas la même que la nôtre. Donc, on sait très, très, très bien que les cultures ancestrales, africaines, on parle sous l'arbre, voilà, il faut faire très, très, très attention quand on parle de chef. Très attention. Le chef à l'occidental n'a rien à voir avec... j'allais dire, dans une culture qui fonctionne dans des manières beaucoup plus claniques, beaucoup plus dans la nature, proche de la nature. Certes, il y a un référent, mais il y a une sagesse collective. Et on va appeler le cercle. Les Amérindiens appellent le cercle. Donc, si vous voulez appeler le cercle, il y a quelque chose qui parle d'une autre posture que celui ou ceux qui appellent le cercle.
Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans la culture que nous sommes. Et il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est j'avais François Julien. François Julien, c'est une mine, ce philosophe qui est complètement imbibé de la pensée chinoise et de la culture chinoise, la philosophie chinoise. Moi, je tombe sur un livre, François Julien, que je ne connaissais pas du tout. Mais le livre, c'était traiter de l'efficacité. Je me dis, bon sang, qu'est-ce qu'un philosophe peut dire sur l'efficacité? Moi qui étais dans des cultures très rendement à l'américaine, donc je sais quoi l'efficacité, vu par un philosophe. Et juste découvrir que l'efficacité à la chinoise n'a rien à voir avec l'efficacité à l'occidentale. C'est juste ça, quoi. Et effectivement, il y a cette notion de quelque chose qui va se passer dans le temps, et ça rejoint l'effectuation aussi, qui est déjà là, et comment on accepte petit à petit dans ce déjà-là qui est là, et que ça s'ouvre progressivement avec un rapport au temps qui n'a rien à voir avec le rapport occidental, qui effectivement, je suis au point de départ, et d'ailleurs je vois le but et je vais en ligne droite. Donc ça n'a rien à voir. Donc je crois qu'il faut faire très très attention aussi comment nous, on n'est pas formaté, on sait qu'on est formaté, hein, clairement, et sinon, voilà, tout le modèle familial et tout ça, mais culturellement, quelque chose, et l'intelligence collective nous aide à trouver, pour moi, en tout cas, dans mon chemin, et c'est comme ça que je suis venue d'ailleurs, j'étais beaucoup dans l'interculturel, beaucoup. Et c'est parce qu'il y a eu l'interculturel que ça m'a aidé à cheminer sur le champ de l'intelligence collective. Et c'est parce que j'ai vécu ça aussi, de dire, oh, bah, attendez, ils n'ont pas les mêmes codes, là, c'est quoi? Voilà, c'est ça que je vais vous dire, c'est dans embrasser la diversité. Ouais, on en revient toujours à ça. Embrasser la diversité, s'ouvrir à l'autre, écouter ce qu'il a à dire, comment il pense, pour pouvoir nous-mêmes nous nourrir et faire évoluer ces schémas dans lesquels parfois on est engoncé. Est-ce que d'autres personnes souhaitent réagir? Ou des questions à poser ou qu'ils auraient eu pendant les ateliers ou la première partie? Non. Si, ça, j'aimerais intervenir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si. Si. Donc là, je me suis inscrit là, sur ces 2 jours de formation sur l'intelligence collective. Et qu'est-ce qui va en ressortir au bout de ces 2 jours? Qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce qu'on sera informé sur quelque chose, un bilan, ou c'est vraiment un travail personnel? Enfin, il y aura certainement un travail personnel. Après, au niveau collectif, est-ce qu'on aura quelque chose qui nous sera transmis? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses. Je sais que nous, comment dire, ces propositions qui vous sont faites d'événements, d'ateliers, etc., nous, ça se fait dans le cadre de notre formation, où voilà, on avait pour objectif, à partir d'une thématique qu'on a choisie et qu'on vous a expliqué au tout début de cette matinée, de mettre en place, de partager autour de cette thématique sous le format qu'on souhaitait. Donc après, voilà, c'est l'opportunité aussi de rencontrer des personnes, échanger différents points de vue, différentes approches, et puis voilà, voir aussi comment les autres appréhendent cette thématique. Après, donc voilà, pour la suite, honnêtement, alors peut-être que les autres de l'équipe peuvent m'aider. Oui, je rebondis sur ce que dit Victorine. Effectivement, on n'est pas sur un mode de formation, on est sur un mode d'échange sous différents formats, conférences, tables rondes, ateliers, où chacun s'inscrit et a le choix de choisir les sujets d'ailleurs, hein, puisqu'il y a plusieurs sujets qui ont lieu au même moment. Et effectivement, comme le dit Victorine, c'est un cheminement personnel. Donc chacun a son propre chemin au cours de ces 2 journées. Donc c'est un peu difficile de faire un bilan commun. C'est plutôt à chacun de prendre
ce qui est dans le programme qu'on a proposé, ce qu'il a envie d'approfondir, et puis de faire son propre bilan personnel au bout de ces 2 journées partagées ensemble. Là, quelque part, on peut juste faire un bilan de cette demi-journée partagée ensemble, et c'est déjà pas mal. Et Victorine nous dit qu'un sondage sera envoyé à tous les participants pour savoir ce que vous en retirez, et par quelle action vous souhaitez avancer et poursuivre en fait transition et de formation. Donc ça c'est sûr, il y aura un sondage envoyé par mail à tous les participants qui ont choisi de soit faire les ateliers, soit participer en fait à la table ronde. Et on vous tient au courant. Oui, merci pour votre réponse. Isabelle, Oui. vous voulez intervenir? Oui, je voulais poser une question. On a fait un petit débrief, mais c'était court dans notre atelier. Et en fait, ce que je voulais poser la question à toutes les personnes qui ont participé à la matinée, avec quoi vous allez repartir? Avec quels petits pas vous avez envie de faire après ce que vous avez entendu ou vécu en atelier? Toujours celui de continuer à partager. Hein. Oui, ouais, je suis d'accord, continuer à partager. Et puis, nous, on a retenu aussi l'acceptation de soi et des autres et la communication entre les différentes parties. Voilà, pour un premier pas vers l'intelligence collective. Oui, donc oui, embrasser la diversité et prendre conscience et accepter les identités. Oui, voilà, c'est un bilan, voilà. Moi, je termine là. Un grand merci pour la qualité, en tout cas, des interventions. Je me suis régalé. Merci à vous pour l'organisation et pour les intervenantes encore ici présentes et Christophe aussi. Ouais, moi aussi, je veux rebondir sur ça et remercier Catherine et Isabelle et Aurélie et Christophe qui nous a quittés pour rejoindre son Teams, pour participer en fait et votre investissement en fait. Parce qu'on a organisé pas mal d'ateliers, tout ça. À chaque fois, on fait des réunions, tout ça pour pouvoir réaliser ce format et organiser cette table ronde, quoi. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors moi, je voulais partager également, je vous ai mis voilà, un fichier zip où moi j'ai repris les livres qui ont été cités. C'est mieux là. Vas-y, Témona. Ouais. Donc je disais juste, voilà, je vous ai partagé en fichier zip les livres voilà, que moi j'ai retenus. Je pense que c'est à peu près tous qui ont été cités. Et moi j'en ressors gagnant, plus de recherche de ma part sur certains sujets qui me parlent, comme l'effectuation que j'ai envie de travailler. On t'entend plus, Thémo. Moi, je t'entends. Si, moi je l'entends. Je pense que le problème vient de ton ordi, Christine. Mais voilà, ce genre de choses-là. Et donc, voilà. Donc, moi, j'aime bien donner ce que j'ai. Voilà, j'ai retenu ça. Voilà, mon fichier là. Ça me permettra de remettre mes idées en place quand je voudrais aller pousser certaines idées. Certains livres, si j'ai envie d'aller les lire ou les résumer. J'espère que Sébastien, voilà, t'auras également. Voilà, tu pourras en tirer quelque chose. Ok, je vais récupérer ton fichier, merci.
Moi, je voulais vous dire qu'il faut savoir qu'il y a des thèses qui sont en train de se poser, se préparer sur le thème de l'intelligence collective. Parce que de temps en temps, on vient de me poser la question. Donc, voilà, c'est vraiment, quand je dis que c'est vraiment un champ de recherche, c'est vraiment un champ de recherche. Hein. Dans le monde universitaire, je parle. Hein. Là, on est dans le… Ouais. J'ai cité Super Collectif d'Émile Servan-Schreiber, où il y a vraiment un tas d'études scientifiques où on a montré qu'en fait, des étudiants avocats, 14 étudiants avocats, obtenaient le même niveau de résultat qu'un avocat avec 25 ans d'expérience, juste par le biais de l'intelligence collective. Et enfin, ils ont montré une courbe comme ça qui fait correspondre le nombre de cerveaux autour de la table qu'il faut, avec des multiplicités, des diversités différentes, qui fait que les diversités s'entrechoquent. Et bon, il y a tout un tas d'exemples, je vous le recommande vraiment, je peux le mettre dans le chat. Ah oui, chaleureusement, hein, Émile Servan-Schreiber, on a la chance de travailler avec lui aussi, puisqu'on a un projet là, justement, d'utiliser cette technique particulière des paris prédictifs. C'est une technique dans le champ de l'intelligence collective et Émile est juste… c'est passionnant, quoi. Une demi-heure de call avec lui, on en ressort remonté pour, pour la semaine, quoi. J'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire parce que c'est vrai que quand il y a plusieurs cerveaux autour de la table, on n'a pas juste la somme des cerveaux en fait autour de la table, on a une synergie, c'est comme les huiles essentielles quand vous les mettez ensemble, ça fait une synergie, c'est un truc de fou. Parce que je suis aussi aromathérapeute à côté de l'intelligence collective, alors on constate toujours une décuplation des potentiels, un décuplement plutôt, pardon, des potentiels autour de la table et ça crée quelque chose de méga énorme en fait par rapport, pas juste la somme des gens qui sont des cerveaux autour, quoi. Aurélie et Émile Servan-Schreiber expliquent que en fait, le quotient intellectuel du groupe est proportionnel au quotient émotionnel de chacun dans le groupe, c'est-à-dire à la capacité à se relier des différentes personnes dans le groupe. À partir du moment, en clair, à partir du moment où tu es en groupe avec des personnes avec qui tu te sens libre de parler, où c'est vraiment, tu n'as pas de frein, tu n'as pas de barrière, tu as un niveau d'intelligence maximal pour le groupe. Le problème du groupe et de la masse qu'on a souvent, sur lequel on s'est trompé, c'est que c'est quand on ne peut pas s'exprimer de divergence d'opinion. Quand on est dans une foule, on est embarqué de fait dans la foule et donc effectivement la foule est stupide. Il y a eu des livres écrits là-dessus. Ouais. Alors on peut aussi citer quand même une des bibles aussi d'intelligence collective, hein, qui est l'intelligence des foules. Parce que là, enfin, c'est au début du XXe siècle, cette expérience où on comprend que la somme des intelligences et dans la diversité permet justement cette synergie. Mais Émile va plus loin. Enfin, comme le disait aussi Elisabeth, hein, le champ de recherche est ouvert et on n'a pas fini encore d'avoir des surprises autour de toutes les potentialités de l'intelligence collective. Je voudrais intervenir là parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été nommé là, je dirais, qui n'a pas été nommé, qui est extrêmement important aujourd'hui aussi dans les champs de recherche, c'est l'intelligence du corps. Donc là, on est sur Embodied Mind, c'est tous les travaux de Francisco Varela. Francisco Varela est un précurseur visionnaire, il travaille avec Umberto Maturana, donc on est dans le champ de la… Ils viennent du monde de la biodiversité, ils viennent du monde de la biologie et ils vont travailler ensemble et Francisco Varela est quelqu'un de très connu. Enfin, je vous le conseille si vous ne le connaissez pas parce que lui va amener quelque chose qui est encore en développement, on est toujours en recherche, donc il connecte aux neurosciences. Il a longtemps, un certain temps, il a été à Polytechnique à Paris aussi. Il est mort malheureusement. Et en fait, il va donc l'intelligence carnée, son livre est traduit. En réalité, notre intelligence du corps sensorielle, mais au sens très sensoriel. Donc, on n'est même plus dans le champ émotionnel là. Parce que l'émotion, c'est la réaction. Hein. Mais la première, c'est ce qu'on sent. C'est le sensible. Et premier, en fait. C'est vraiment premier. Donc, allez sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos de Varela.
et c'est archi passionnant, qui ouvre ce monde en disant on est au début d'une histoire qui est comment. Alors nous on commence parce on est lié avec le fameux MIT, tout ce qui est Social Presencing Theater, tout ça. Comment on s'aperçoit que dans le mouvement, dans le corps, va se déployer des réponses que personne n'aurait jamais vues, mais juste par le corps. Et c'est absolument fulgurant. Ça ouvre des champs mais énormes. Et là, on n'est pas dans l'intelligence collective. On a quitté le cerveau. Hein, il n'est plus là. Il est vraiment plus là. Et c'est tout dans les ressentis, tout dans quelque chose dans le mouvement. Parce que plus on est stable, et moins ça le fait aussi. Hein. Donc, c'est pour ça, c'est là la limite du distanciel. C'est vraiment là. Ouais. C'est vraiment là. C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence collective, elle est totale. Elle se déploie partout. Voilà, nous sommes ça, mais ensemble. Voilà. Notre corps est infiniment connecté, infiniment relié, et ça commence par le corps. Et voilà. Donc ça, c'est tous les travaux de Varela. Et ce qui fait que ce champ qui s'ouvre... et c'est très intéressant parce qu'on commence à avoir le débat intelligence artificielle, intelligence humaine, d'accord ? Et moi, j'ai un conjoint qui est archi-ingénieur, archi-câblé dans plein d'endroits. Et je lui dis non. Et il dit, tu sais, c'est quand même l'intelligence artificielle, t'as beau me dire. Je dis non, Philippe, non, je suis désolée. Humainement, on est infiniment plus intelligent. Pourquoi ? Parce qu'on a accès à des choses par notre corps, par les émotions qu'on n'arrivera jamais, n'importe quelle machine. C'est des connecteurs, c'est des puissants connecteurs. Donc, voilà, ce qui fait quand même intéressant, je termine là-dessus, c'est que François Tadei a pris position là-dessus et il a dit l'intelligence collective est supérieure à l'intelligence artificielle. Ce qui n'est pas rien, François Tadei. Quelqu'un qui dit ça, qui l'écrit, c'est énorme. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant. On voit bien qu'on touche des... Enfin, voilà, c'est un champ énorme. Il n'y a pas d'autre mot qui s'ouvre. Et l'intelligence émotionnelle n'en étant qu'une partie. Voilà. Et Bohm, ce qu'il va toucher, c'est l'intelligence sensible. Il va parler de l'intelligence sensible. Alors, voilà. Qui est encore une autre forme d'intelligence aussi. Comment on accède par le sensible. Mais le sensible, c'est la beauté, c'est encore autre chose. Pour rebondir, moi j'ai participé effectivement à une statue là, en Social Presencing Theater. Je m'en souviens encore, c'était il y a 3 ans. Et c'est encore, alors par rapport à nos échanges, Sébastien, c'est encore plus déroutant. Ah, complètement. Parce que pour le coup, vous n'avez même pas parlé. Et il y a un truc, c'est que vous avez une prise de conscience qui vous transcende à l'intérieur. Vous gardez une prise de conscience. Cette prise de conscience, je l'ai encore. Voilà. Et je ne peux pas expliquer d'où elle est venue, etc. Voilà. Mais elle était vraiment juste. Ouais, c'est juste. Et c'est juste parce que c'est le corps qui sait, en fait. Qui sait, ça a été. Et ça, amener ça, on commence nous à l'amener, on l'amène doucement, mais on l'amène quand même. Et si tu connais Arnaud, il y a le 4D mapping, il y a un certain nombre de choses qu'on fait assez aisément. Mais on a des choses incroyables, quoi. Incroyables, c'est renversant. Donc voilà, c'est neuf, c'est du neuf à découvrir dans le profondément humain. C'est le non-verbal aussi, hein. C'est tout ce qu'on voit sur le non-verbal que Mehrabian avait déjà prouvé. C'est-à-dire que dans une communication, 97% c'est du non, 93% c'est du non-verbal. Les mots, ça compte que pour 7%. Donc c'est vrai que pour nos esprits habitués, cultivés aux mots, au rationnel, c'est un choc. Mais globalement, ce qui passe le plus, c'est l'intention avec laquelle vous dites. Et c'est pour un dirigeant, pour développer le leadership, on est vraiment là-dedans. Les grosses difficultés, pourquoi l'équi-coaching, le coaching avec le cheval marche, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion et c'est en fait le cheval qui sent au moment et c'est vous qui sent si le dirigeant est là avec lui ou pas et qui va refuser de sauter l'obstacle ou pas. Et n'importe quel employé, en fait, c'est beaucoup de choses. Ouais, bien au-delà de ce qu'il imagine lui-même d'ailleurs. Voilà. Merci à Théomana qui actualise les références en temps réel. Ça, c'est l'intelligence collective aussi. Hein. Et bien sûr. Je vais mettre le titre. C'est Intelligence incarnée, je crois, le titre français. Ouais. Embodied Mind, et c'est, de mémoire, c'est Embodied Mind, et c'est intelligent. Voilà, c'est comme ça. Ça, je l'ai mis dans les références. D'accord.
Bien, je pense que on a fait le tour. Est-ce qu'il y en a d'autres, je ne sais pas, qui souhaiteraient réagir sur quelque chose ou est-ce qu'on a fait le tour un peu des réactions, des échanges de Sébastien? Oui, c'est un sujet sur lequel je me suis intéressé sur l'énergie divine. Alors, j'ai lu dernièrement un livre, c'est Dieu dans l'univers d'Einstein. Il fait référence à l'énergie divine en parlant de Jésus, qui avait cette énergie divine, le logos, le langage. Alors aujourd'hui, ce langage, il peut s'exprimer par le corps, on l'a entendu, ou par le langage. Et il y a quelque chose d'une volonté naturelle qui ferait que, voilà, donc c'est un sujet qui m'intéresse. Ouais, c'est assez étonnant. Mais dans le collectif, comment il se positionne cette énergie divine? Enfin, c'est vrai que bon, c'est un sujet délicat aussi. Bon, voilà. Sur le sujet, il y a Michel Serres, Relire le relier, qui est, voilà, où là, je pense que vous pourrez trouver pas mal de références. C'est aussi le cas de Bohm. Hein. Bohm, il a une quête absolue. Il a une quête totale, profonde, qui est comment ça se fait que finalement, on n'arrive pas à se relier et pas à s'aimer. Tout le monde cherche à s'aimer, mais on n'y arrive pas. Et pour lui, sa quête, il va chercher l'ordre implicite, implicate order. Il va écrire un livre sur l'ordre implicite. En fait, il va chercher la formule mathématique, un peu à la manière Einstein. Hein. Il va chercher la formule mathématique qui fait que, en fait, on est profondément relié dans un autre ordre auquel on n'a pas conscience, on n'a pas accès. Et là, on sait qu'à ce moment-là, il a perdu la moitié des scientifiques. Hein, ça a été terminé. On sait qu'à ce moment-là, il touche une dimension qui est effectivement de l'invisible. Il le dit, il y a toute une théorie sur l'ordre implicite. Il va chercher longtemps la formule mathématique, qui est voilà, quelque chose qui s'effectue dans le présent, qui se met dans le présent, et qui en réalité est déjà là, mais auquel on n'accède pas. Enfin, je ne vais pas vous faire la théorie parce que c'est quand même un peu compliqué. Et en plus, il y a les formules. Donc, mais voilà, ça se cherche. Et dans le champ quantique, et le champ quantique n'est pas rien, c'est le champ énergétique. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Et on continue à apprendre sur le champ quantique énormément. Enfin, c'est un monde immense, donc dans l'invisible. Moi, personnellement, hein, comme le chantait Gabin, plus je vieillis, moins j'en sais. Que la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est un peu ça. Et je trouve ça merveilleux de pouvoir partager aujourd'hui avec vous toutes et tous toutes ces réflexions-là, parce que les potentialités sont immenses et c'est assez réjouissant dans un contexte très anxiogène. Donc, partageons ces graines-là parce qu'on fera du bien à tout le monde, en réalité. Et c'est bien ce qui compte. Le lien, il est là. Hein. C'est Carl Jung qui avait parlé de cet inconscient collectif. J'entends aujourd'hui, c'est une période anxiogène. Voilà, on est raccordé à ça, quoi. Et en même temps, pendant le confinement, c'est ça qui a fait que, waouh, à 20h, les gens sont sortis avec leurs casseroles, qu'il y a des trésors d'aide, etc. Parce qu'on était dans une ambiance. C'est en fait, pour moi, toutes les démonstrations du divin ou qu'on lui donne un autre nom, c'est tout ce qui est plus grand que nous, Alors, tout ce qui nous dépasse. Pour la petite histoire, donc aujourd'hui, il y a 2 livres qui sortent. Donc, c'est marrant parce qu'on parle de. Donc là, c'est le champ spirituel, hein, on va dire. Le livre auquel j'ai participé, c'est Leadership spirituel en pratique. Il sort aujourd'hui. Il y a 45 contributions et c'est relié par une professeure, Catherine Voynet-Fourboul, maître de conférence à Panthéon-Assas, qui a écrit Diriger avec son âme. Et en fait. Et c'est passionnant parce que c'est tout le monde, on a tous des teintures, des couleurs très, très différentes. Et en plus, moi, je ne connais pas tous les 43. J'ai découvert qu'il y en avait beaucoup de gens qui contribuaient. Moi, j'ai écrit sur temps et intériorité. Donc, on avait chacun un article. Mais on sent bien qu'on touche à un moment donné une dimension qui nous échappe. Et le fameux « connected to the whole », connecté à plus grand que soi. Voilà, mais ça nous échappe, on n'a pas les mots, et voilà, il y en a qui vont être Dieu, d'autres qui vont être autre chose, mais il y a quelque chose qui est,
on n'a pas la réponse, on n'a pas les réponses. Mais on sent qu'il y a autre chose. Voilà. Et ce qui était la quête de Bohm aussi, il sentait ça. Et lui, c'était sa théorie de l'ordre implicite. Donc voilà, et c'est bien de le reconnaître et de le savoir. On est des êtres spirituels et on l'oublie. C'est aussi ça. Donc là, là c'est une initiative, c'est porté par le Lab Management et Spiritualité, et c'est comment faire reprendre conscience dans les organisations au sens large que la dimension spirituelle, on ne peut pas, dans notre monde laïque, on l'a tellement contraint qu'on se prive d'énormes d'énormes possibilités parce que c'est une connexion au sens pur, quoi. Donc, et on se prive de ça. Voilà, c'est un livre un peu activiste. Oui. Et ça sort aujourd'hui aussi. Il nous reste juste quelques minutes là avant de. Je sais que certains ont des impératifs à 12h30. Donc je reprends un peu la main là. J'en profite pendant qu'il y a encore, une bonne quinzaine là sur le Zoom pour remercier à nouveau les personnes qui nous ont aidés, tous les intervenants, donc Elisabeth, Catherine, Christophe qui est parti, Isabelle, Aurélie, pour leur contribution, le temps qu'ils ont donné pour proposer ces ateliers et voilà, ces interventions. Et en même temps, on remercie aussi tous les participants, les personnes qui sont venus, parce que bon, on en a besoin aussi. C'est vrai que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un minimum de personnes. Donc voilà, je ne sais pas si Christine, Ravla ou Hugo voulaient me compléter. Et merci aussi, j'ai oublié, aux personnes du CESI qui nous ont aidés pour organiser, forcément, pour organiser tout ça. Voilà. Je prends la parole parce que moi, je tenais aussi à remercier voilà, toutes ces personnes qui nous ont accompagnés pour construire cet événement et qui l'ont construite. Nous, on n'a servi que de support, hein, on va dire, et toute la richesse qui en est ressortie. Et voilà, c'était un moment fort partagé ensemble, et je suis très heureuse, en tout cas, moi, d'avoir pu contribuer à mon échelle à le construire. Merci. Aussi, hein. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pour moi, c'était un plaisir de vous voir tous et de vous rencontrer. Et je sais pas, la vie, on peut se voir dans une entreprise ou ailleurs, on ne sait pas. Moi, je crois tout le temps à ça. Mais on va Soyons rester ouverts reliés, à toutes les surprises. Ouais. On capte les bonnes plus que les... On essaie d'attirer les bonnes plus que les mauvaises. 12h30, moi je veux bien vous quitter parce que oui, pareil. Je switch après. Donc plein de bonnes choses, belle route à vous tous, hein, sur ce chemin. Voilà. Et puis au plaisir de rester en lien aussi. Ouais, au plaisir de rester avec connecté. Ouais. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et Merci à vous. Merci beaucoup. Tout le monde. Merci. Bonne journée tout le monde. Et bravo. Hein. Très chouette. Et bravo. Et bravo à la petite Merci. équipe organisatrice, vous Ouais. êtes au top. Merci. C'était vraiment super. Ouais, Baptiste et son équipe. Je suis nourrie pour ma journée, moi. Aucun problème, quoi. Pour la semaine, voire le mois. Exactement. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci pour ce thème formidable et d'avenir. Ok. Merci. Belle route à tous. Portez-vous bien. Bon cheminement. Oui, bon cheminement. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Voilà.